Ici Hugo Martin, chers auditeurs, j'interviens encore au début de l'épisode afin de clarifier certains aspects de ce qui sera discuté dans cet épisode sur la gestion des ressources humaines en temps de crise. Les programmes gouvernementaux étant ce qu'ils sont, ils changent, ils évoluent, ils sont modifiés. Alors afin de savoir si certains programmes existent encore ou non, on a pris soin d'insérer dans les notes de l'épisode tous les liens pertinents aux programmes qui seront discutés par notre invité aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification? Rendez-vous sur lrmhuissier au pluriel.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Cet épisode vous est aussi présenté par Kefi Taverna du restaurant Ikanos à Montréal, un pop-up sous forme de cuisine fantôme offrant des classiques revisités de la cuisine traditionnelle grecque tels que le pita souvlaki, le spanakopita et l'épaule d'agneau rôti à basse température. Kefi signifie esprit de la fête en grec, on en a tous besoin. Pour livraison ou pour emporter, commandez en ligne avec Uber Eats, DoorDash ou dans la section livraison cueillette du site ikanos.ca. Question de preuve en collaboration avec Ulex, avocat et stratège, co-animé par Maude Fréchette, la gestion des RH en temps de crise. Des bureaux Ulex, avocat et stratège à Montréal, je suis Hugo Martin, animateur, avocat, cofondateur de Rivercast Media. Vous écoutez Question de preuve, notre podcast qui vise à transmettre de l'information juridique, à faire avancer la pratique du droit et à favoriser l'accès à la justice. En collaboration avec Ulex Avocats et Stratèges, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Question de preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, en passant par la responsabilité des administrateurs, via la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts sous le sceau de Ulex ont une portée commerciale générale tout en étant rigoureux et intellectuellement stimulants. Cette série est disponible dans les épisodes réguliers de Questions de preuve et se veut une incursion dans le droit des affaires, un domaine actif et continuellement en changement. Abonnez-vous à Questions de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Ulex. Maude Fréchette sera notre co-animatrice aujourd'hui et viendra nous parler des différentes décisions que les gestionnaires peuvent prendre en temps de crise. Elle viendra également nous entretenir sur le télétravail et les impacts de la crise sur la gestion des employés. Alors que vous soyez avocat représentant les employeurs ou les salariés, syndiqués ou non, restez parmi nous pour en savoir plus. Une grande introduction. Bonjour Maude. Bonjour Hugo. Ça me fait plaisir de t'avoir. Donc, ta première avec nous dans la série de collaboration avec Ulex Avocats et Stratèges. Peut-être nous parler de toi un petit peu. Peut-être on peut aller aussi loin que université, stage. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tes champs de pratique, ton implication chez Ulex? Ben déjà, merci de me recevoir. Voilà, je m'appelle Maude Fréchette, comme tu l'as si bien dit. J'ai fait mon bac à l'UQAM en droit, qui s'appelait à ce moment-là des sciences juridiques. Ensuite, barreau à Montréal et je suis allée faire un stage au Sénégal, en fait, mon stage du barreau en droit national et international des affaires. C'était extrêmement intéressant et formateur. Suite à ça, je suis revenue au Québec et puis, à ce moment-là, avec le barreau, on devait faire un 3 mois de stage supplémentaire lorsqu'on faisait un stage à l'étranger. Donc, je me suis retrouvée un petit peu par hasard à travailler pour la DPJ, en fait, comme avocate plaideuse. J'ai travaillé là 1 an, fait une maîtrise en droit des affaires parce que ma passion, c'était plutôt le droit des technologies. Et suite à ça, je suis rentrée en cabinet privé. Donc, ça fait maintenant 17 ans que je suis avocate, 16 ans en droit des affaires. Et on a cofondé Ulex il y a 5 ans maintenant, 3 de mes collègues et moi. Et on se spécialise principalement en droit des affaires, droit des technologies et propriété intellectuelle. Merci pour cette introduction courte et un peu humble, parce que je sais que tu en fais pas mal plus que ça ici chez Ulex. Et bon, puisque tu es d'ailleurs, tu participes à l'administration dans le cabinet Ulex Avocats et Stratèges, on peut peut-être sauter directement dans le vif du sujet, puisque il y a des décisions de gestion qui sont à prendre en temps de crise. Mm-hmm. Et souvent, nous autres, les avocats, on peut être consultés afin de voir ça. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement comme question ou qu'est-ce qui s'en vient en temps de crise qui peuvent être soumis comme question à un avocat? Effectivement, nous l'avons vécu ici, nous-mêmes chez Ulex, parce que, au moment de la crise, on avait une quinzaine d'employés qu'on a dû délocaliser d'urgence, un peu comme tout le monde au Québec d'ailleurs. Mm-hmm. Et nous avons dû prendre des décisions
quant à la gestion, déjà des règles en télétravail. Ensuite, bon, évidemment, nos clients nous consultaient pour savoir quoi faire avec cette situation-là. Les gens étaient confrontés rapidement à plein de décisions à prendre. Un employé qui a peur de rentrer, un employé qui veut rentrer à tout prix mais qui se sent malade. Effectivement, ça a donné lieu à plusieurs questions juridiques. Plusieurs questions de gestion aussi parce que la plupart des entreprises ont dû se prévaloir des programmes gouvernementaux pour les aider à continuer, en fait, à subsister, à garder aussi leurs employés parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas la crise allait durer combien de temps. Et là, on se rend compte que finalement, maintenant, on est rendu en septembre, on voit à quel point ces programmes-là ont été fort utiles, en fait, pour la survie de la plupart des entreprises, alors que la crise devait durer 2 semaines. A priori, le gouvernement avait parlé de 2 semaines. On se doutait bien que ça serait plus long, mais là, on voit qu'on n'est pas sorti du bois. Et les problèmes en effet, d'ailleurs, juste même aujourd'hui, là, je pense que M. Legault nous a appelé la solidarité des Québécois. Ceci dit, c'est tout un autre sujet. Débat. Oui, tout à fait. Bon, d'ailleurs, donc les problèmes gouvernementaux, parlons-en. Il y a eu au départ subvention de 10 subvention de 75 donc 10 de la rémunération versée. Ensuite de ça, il y a eu la fameuse le 75 du salaire. Programme de travail partagé. Ouais. Peut-être qu'on devrait commencer par le 10 qui est un programme qui est, on en parlait tout à l'heure un peu avant l'épisode, expiré, mais que les gens peuvent encore, ceux qui n'en ont pas pris, qui n'en ont pas profité encore, pourraient appliquer, entre guillemets. Donc, peut-être, on pourrait commencer par la subvention salariale de 10 Oui, la subvention salariale, en fait, était extrêmement bienvenue au départ, mais a donné lieu à plusieurs casse-têtes et maux de tête, en fait, je devrais dire, parce que la plupart des systèmes de paye n'étaient pas prêts à calculer cette subvention-là. Maintenant, je vous rassure, la plupart des systèmes de paye sont tout à fait adéquats pour ça, donc c'est plus facile de calculer la subvention. Donc, le concept, c'était que on avait droit pour la période uniquement du 18 mars 2020 au 19 juin 2020 à l'équivalent de 10 de la rémunération versée pour les salaires, mais jusqu'à un maximum de 1 375 $ par employé, ce qui correspondait à ce moment-là à un salaire annuel d'environ 55 000 $. Okay. Et l'employeur avait droit à un maximum de 25 000 $ de subvention à ce moment-là. OK, par employeur, pas... Par employeur, oui, exactement, pas par employé. Par employé, c'est vraiment 1 375 $. La subvention salariale, on en parle au passé, mais effectivement, pour ceux qui n'ont pas encore fait la demande, il n'est pas trop tard pour le faire. Ce sont à la fois les entreprises, sociétés de personnes, fondations et OSBL là, qui pourraient être admissibles au programme. C'est uniquement pour les employés canadiens. Et l'avantage, en fait, c'est que en fait, ça nous permet de réduire les versements de retenue à la source sur l'impôt sur le revenu. Et même lorsque, pour ceux qui ont fait la demande, en fait, même lorsque les versements étaient pas assez élevés pour bénéficier du 10 c'est reporté dans le temps. Donc, pour la plupart des entreprises, là, on se parle aujourd'hui, on est le 15 septembre, il y a plusieurs entreprises, en fait, pour lesquelles bénéficient encore de ce programme-là parce que c'est pas toutes les sommes qui ont pu être déduites directement des salaires. Donc, ça va s'échelonner encore dans le temps pour quelques semaines. Okay. Donc, il faut pas se surprendre là, si on voit sur nos relevés dans nos systèmes de gestion de paie là, que la subvention est toujours calculée. Mais ceci dit, cette subvention-là n'a pas été prolongée par le gouvernement. Donc, on peut bénéficier rétroactivement, mais pas pour le futur. Et elle est distincte de la subvention de 75 là, celle qu'on a plus parlé, disons? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, le 10 les entreprises n'avaient pas besoin de démontrer une baisse de leurs revenus. Donc, c'était l'avantage de la subvention. C'était vraiment une subvention d'urgence, en fait, pour permettre aux entreprises d'avoir un petit peu plus de liquidité. Alors que la subvention salariale d'urgence de 75 au tout départ, on devait démontrer une baisse de revenus de 30 pour des entreprises technologiques. C'était plus difficile. Pour des entreprises en croissance, c'était plus difficile parce que parfois, au cours de l'année dernière, on avait connu déjà une bonne ascension de notre chiffre d'affaires. Donc, de faire un comparatif avec le même mois l'an d'avant, ça ne démontrait pas réellement une baisse de revenus alors qu'on avait pu engager des gens, engager des dépenses et tout ça. Donc, le gouvernement a changé cette mesure-là à quelques reprises depuis son adoption qui a été faite en urgence, évidemment. Et maintenant, les critères sont plus simples et peut-être plus faciles, disons, pour des entrepreneurs
appliquer et à comprendre. Essentiellement, ce que ça permet de faire, cette subvention-là, c'est d'aller chercher jusqu'à 75% de la rémunération hebdomadaire versée en salaire aux employés. Il y a 2 périodes de référence maintenant. Le gouvernement l'a séparé, en fait, en 2 périodes distinctes. Là, on parle de période 1 à 4 et période de 5 à 9. Mais pour vous donner une idée, la période initiale, il fallait avoir perdu 15% des revenus en raison du coronavirus. Donc, évidemment, c'était pas en raison d'une grève ou d'un événement ou d'un feu ou d'un sinistre. Là, c'était vraiment dû au coronavirus. OK, ouais. Ça fait du sens, là, quand même. Ben oui, tout à fait. Ça fait plein de sens. Et les critères étaient plutôt flexibles dans le sens où si on rencontrait ce critère-là pendant 1 mois, ben ça nous donnait droit à 4 semaines de subvention. On pouvait le calculer aussi sur le mois passé ou l'année d'avant. Donc, on parlait de la période de janvier à février 2020 ou sinon de la période de mars 2019. Donc, ça venait un petit peu répondre aux problématiques des entreprises qui avaient connu une croissance dans l'année 2019-2020, mais qui finalement, à cause du coronavirus, devaient Ah, OK, ouais, je comprends ce que tu dis maintenant. mettre des gens à pied ou en tout cas Mhm. avaient des difficultés financières. OK. Maintenant, pour la période subséquente, là, qui serait du 5 juillet au 21 novembre, on revient à une base de calcul de baisse de revenus de 30% environ. En fait, si on a moins de revenus, si notre baisse de revenus est moindre que 30%, c'est possible qu'on n'ait pas cherché jusqu'à l'équivalent de 75% de subvention salariale. OK. Mais reste que ça donne une certaine source de revenus assez importante pour des entreprises. Ce 75%-là, en fait, ce programme-là a été jumelé au final avec celui de 10%, en ce que si on avait reçu la subvention salariale de 10%, on devait soustraire ces sommes-là des montants réclamés en vertu du programme de 75%. OK. Alors qu'à l'origine, on disait que c'était 2 subventions différentes et si on touchait à une, on ne pouvait pas toucher à l'autre. Ben là, le gouvernement a fait en sorte qu'on a pu avoir parfois les 2 programmes, mais évidemment, les montants ont été remis en conséquence. Écoute, je pense que ça fait du sens quand même. Le but, c'est de garder des salariés à l'emploi. C'était ça que ça Absolument, servait. C'est pas absolument. nécessairement de Ouais. financer des salaires ad vitam aeternam pour des raisons qui sont un peu différentes. Il y a des Ouais. plafonds, hein, je pense, Maude. Oui, à ce moment-là, il y avait, quand je dis à ce moment-là, encore maintenant, les plafonds sont de 847 par employé par semaine. Et Maude, quand on parle de rémunération admissible, on touche à quoi? Donc, le salaire, c'est sûr. Là. Traitement, j'imagine toutes les rémunérations qui sont applicables à donc, ça pourrait être des commissions, des choses comme ça. Oui, en fait, le gouvernement parlait de traitement, salaire et autres rémunérations au sens large. Cependant, étaient exclus spécifiquement par le gouvernement les indemnités de départ, les options d'achat d'actions qui auraient pu être offertes aux employés auparavant ou pendant la durée de la subvention, et l'utilisation personnelle de véhicules d'entreprise. Donc, les prestations qu'on peut recevoir pour l'utilisation d'un véhicule sont exclues de ce programme-là, ne peuvent pas faire partie du plafond. Encore une fois, ça fait du sens. Là. Financer les rachats d'actions, ça serait, dans le cas de départ, ça serait quand même pas si mal. Ce serait fort généreux de la part du gouvernement. Est-ce qu'on a des distinctions à faire pour des employés pré-COVID, post-COVID, pendant la COVID? Oui, c'est la beauté du programme, en fait, c'est que ça touche les employés qui étaient déjà à l'emploi au moment du COVID et de la pandémie, en fait. Et ça nous permet aussi d'engager des nouveaux employés en bénéficiant du programme de 75% de subvention salariale, ce qui venait répondre à plusieurs problématiques parce qu'au départ, il y a plusieurs entreprises qui ont continué d'opérer, mais je pense notamment à la vente en détail, vente au détail. Peut-être qu'on se retrouvait avec des entreprises qui avaient besoin de beaucoup plus d'employés en entrepôt et pas nécessairement pour dans le les commerce en ligne, magasins. c'est ça? Ouais, donc il y a plusieurs entreprises qui ont dû effectivement faire un pivot puis engager des nouveaux employés et le programme leur permettait de le faire malgré leurs difficultés financières. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y avait pas de maximum d'employés qui peut être admissible à ce programme-là. Quand je parle au passé, mais en fait, le programme est encore en vigueur, là, évidemment, mais reste que la plupart des entreprises en ont déjà bénéficié. Oui, ils ont déjà fait les demandes. Voilà, exact. Je vous confirme que le traitement est très rapide d'ailleurs par le gouvernement. Il peut être fait rétroactivement et puis lorsque c'est fait rétroactivement, ça prend à peu près 2-3 semaines et le chèque est arrivé sur le bureau de l'entreprise qui l'a demandé. Donc, c'est un programme qui est super intéressant pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'offrir, nous autres, comme avocats, dire à nos clients, signe un contrat de travail particulier avec cet employé-là pour obtenir ces subventions-là, ou c'est on engage comme on engageait avant, il n'y a pas de différence?
J'ai vu aucune information à l'effet qu'on devait changer le contrat de travail. OK. Personnellement, je ne l'ai pas vu. La plupart des entreprises avec lesquelles on fait affaire, qui nous en ont parlé, n'ont pas eu besoin de le faire non plus. Donc, si c'est le cas, peut-être qu'ils sont tombés sur des fonctionnaires qui, qui étaient plus zélés. Mais dans les faits, non, dans les exigences du programme, il y a rien qui mentionne qu'on est obligé de modifier le contrat de travail. Là, si c'est notre tour de pivoter un peu. Un programme qui est un peu moins connu, c'est Mhm. le programme pardon, de travail partagé. Ouais. Je t'avoue qu'avant de faire l'épisode et voir tes notes et puis préparer le synopsis, Corinne et moi, j'ignorais même que ça existait. Mhm. Parle-nous-en un peu, puis dis-nous, peut-être nous parler de sa popularité auprès de la clientèle, puis voir si on peut, je dirais, disons, recommander ça à nos propres clients. Ouais. Ben, en fait, c'est un programme qui est hyper intéressant dans le sens où ce que ça permet, le programme de travail partagé, c'est de garder des employés à temps partiel seulement. Parce que le programme de subvention salariale de 75 en fait, c'est pour garder les employés au travail. Alors que le programme de travail partagé, l'essence même du programme, c'est de dire, ben, si on a besoin, admettons, de couper 50 postes dans notre usine, ben, peut-être que à la place, on peut réduire les heures de tout le monde de façon équitable ou presque, et à ce moment-là, garder à tout le monde à l'emploi. Et les employés dont les heures ont été coupées peuvent être rémunérés par le gouvernement, en fait, en vertu du programme de travail partagé. Ce programme-là, sur papier, est extrêmement intéressant. Par contre, dans son application, peut être assez complexe. Pourquoi? C'est que, premièrement, ben, il faut que tous les employés adhèrent au programme. Donc, il doit y avoir une adhésion unanime, ce qui n'est pas nécessairement facile nécessairement. Ceci dit, bon, évidemment, c'est intéressant parce que les employés, théoriquement, ne perdent pas tant d'argent que ça, mais reste qu'il faut avoir une adhésion de tous et chacun. OK. Ensuite, le concept, c'est qu'on doit créer des unités de travail. Donc, des unités qui vont bénéficier de ce programme-là. Donc, au sein d'une même entreprise, ben, on peut avoir plusieurs unités différentes. Par unité, il faut donner équitablement les heures de travail entre les employés. Ce que ça veut dire, c'est que si je réduis les heures de travail de Paul, je dois réduire les heures de travail de Julie aussi, dans le même ratio. Je m'attendais à ce que tu dises Pierre, mais. J'ai failli. C'est mon go-to. Pierre, Paul et Julie, c'est plus facile. Euh, donc, il faut partager le travail équitablement dans la même unité. Exact. Donc, pour certaines entreprises, ça peut être compliqué parce que lorsqu'on donne une tâche, je vous donne un exemple avec un cabinet d'avocats, parce qu'on s'est posé la question ici, nous, est-ce qu'on peut bénéficier de ce programme-là? Ça devenait difficile admettons qu'on avait un contrat à rédiger, de donner une heure à un employé et une autre heure à un employé, ça devenait un peu contre-productif. Il y a certaines entreprises qui ont décidé plutôt de faire des horaires, admettons que je reprends mon exemple de Paul et Julie. Ben, Paul pourrait rentrer la semaine 1 et Julie la semaine 2, admettons. L'idée, en fait, c'est que il faut qu'on puisse couper une demi-journée de travail par semaine à 3 jours par semaine, les employés maximum. Donc, les employés devraient théoriquement travailler un minimum de 2 jours semaine. Il y a une complexité aussi parce que le programme doit être approuvé par le gouvernement fédéral. Donc, on doit soumettre le programme. En fait, il faut l'expliquer aux employés, il faut qu'il y ait une adhésion unanime. Ensuite, il faut le soumettre au gouvernement. Le gouvernement va pouvoir approuver le programme ou pas. Il faut vraiment que la baisse de revenus soit liée, encore une fois, au coronavirus et pas à d'autres événements extérieurs qui seraient pas liés à la pandémie. Et le programme a aussi une durée définie qui doit être indiquée dans le programme. Il doit y avoir un plan de rétablissement, donc il faut garder des employés qui vont pouvoir participer à la relève de l'entreprise ou à la relève dans le sens de la relève économique de l'entreprise dans le cadre de la pandémie, là. Donc, il faut établir vraiment qui sont nos employés clés et pourquoi on doit garder quels employés. Donc, alors qu'au départ, il y a beaucoup d'entreprises qui voulaient se prévaloir de ce programme-là qui semblait fort intéressant. Concrètement, et je sais qu'il y a des entreprises qui en ont évidemment bénéficié, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, une adhésion de masse à ce programme-là, de par cette complexité-là à gérer. Les gens se sont plutôt rabattus sur le programme de la subvention salariale de 75 qui, au final, permettait de garder les employés à 100 et l'employeur, ben, finalement, ça lui coûtait juste 25 de la masse salariale. Donc, plus facile à gérer pour les gestionnaires que le programme de temps de travail partagé. Et tu n'avais pas nécessairement les mots de tête non plus de refaire des horaires Ouais, exact. pour tout le monde, peut-être aussi. Exact. Et je te comprends aussi quand tu dis un bureau d'avocat, ça se prête moins bien à ça.
Ouais, ben, en fait, quand il a fallu faire les unités, Mhm. on s'est rendu compte que finalement, c'était un peu complexe parce que tout le monde a son rôle assez, Ouais, de façon assez bien définie. Donc, de répartir le travail équitablement, ça devenait un peu un casse-tête. En tout cas, pour nous, on a décidé que ça devenait un casse-tête inutile. Et à ce moment-là, ben, la subvention salariale de 75 est apparue comme par magie. Donc, c'est ce qu'on recommandait à nos clients, tout le moins. OK. Là, c'est bien beau, on parle du monde qui travaille, qui sont payés, et cependant, la pandémie, puis c'est intéressant, parce qu'on va parler de mise à pied, puis c'est intéressant exactement au point où on en est aujourd'hui. On est au 15 septembre, on est presque à Mhm. l'expiration d'un fameux délai de 6 mois. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer. On parle des bars, de la restauration et des choses comme ça. Il y a encore des bars qui sont encore fermés aujourd'hui. Et il y a des mises à pied qui ont dû être faites. Donc, évidemment, nous autres, les juristes, on est des fois un peu plus à l'aise avec les mots mise à pied, congédiement. Donc, mais dans le cas qui nous occupe, la pandémie a causé des mises à pied, là, à moins Mhm. qu'une entreprise ferme. Oui. Donc, parle-nous un peu de ça. On a mise à pied temporaire, mise à pied permanente, mise à pied collective. Et les mises à pied temporaires, là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui va s'activer dans le prochain mois parce que il y a un fameux 6 mois, là, on parle du 15 mars, là, que à peu près tout a commencé à fermer. Mhm. Et là, il y a des questions qui sont posées par nos clients, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Si on parle mise à pied temporaire, lien d'emploi maintenu, mais ça a une durée maximum de 6 mois. Effectivement. Qu'est-ce qu'on Ouais. doit faire comme employeur? Ben, en fait, la période de 6 mois est importante parce qu'après 6 mois, si on ne rappelle pas les employés au travail, il y a toutes les indemnités. En fait, ça rompt le lien d'emploi. Donc, il y a les indemnités qui doivent être payées aux employés. Donc, on pense notamment aux vacances impayées, temps supplémentaires impayés. C'est primordial de le faire. Ceci dit, la Commission des normes du travail a sorti, pour ceux qui ne l'ont pas vu là, sur le site web, ils ont fait une page COVID avec des questions fréquemment posées qui est extrêmement bien faite. D'ailleurs, je vous invite à aller la lire. Et la Commission des normes du travail a indiqué que lorsqu'il y avait des mises à pied pour plus que 6 mois, probablement que la pandémie devait être considérée comme un cas de force majeure et donc il n'y avait pas d'indemnité additionnelle à payer en cas de fin d'emploi. C'est quelque chose de nouveau. Évidemment, là, la Commission des normes du travail ne s'était pas, il y a quelques mois de cela, là, ne s'était pas prononcée là-dessus. Mais maintenant, on peut présumer que les entreprises vont probablement se fonder sur cette Tout à position-là fait. de la Commission des normes pour invoquer que les employés n'auraient droit à ce moment-là qu'au paiement de leur 4 6 là, les vacances non prises et accumulées. Parce que le premier 6 mois, le lien d'emploi n'est pas rompu, mais là, tu n'accumules pas de temps de vacances, d'ancienneté et tout ça. Exact. Ouais. Et si je ne me trompe pas, Maude, l'employeur doit quand même envoyer le pink slip, là, le relevé d'emploi, et indiquer qu'il y a une mise en pied temporaire pour Oui. cet Oui. employé-là. Oui, tout à fait, OK. effectivement. Ce qui était un peu embêtant aussi à ce moment-là, c'est la couverture d'assurance parce qu'il y a 6 mois, on se rappellera que la plupart en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre malheureusement des gens en mise à pied temporaire, ne sachant pas combien de temps allait durer la crise. Et les assurances ont pris position tranquillement à savoir, ben, est-ce qu'on couvre quand même ces employés-là ou pas avec la couverture d'assurance de l'employeur ou pas? Est-ce que l'employeur continue de payer la couverture d'assurance aussi? Parce que certains employeurs pouvaient continuer de payer Mhm. mettons, les 50 d'assurance. Donc, évidemment, ben, après 6 mois, quand il y a une rupture de fin d'emploi, ben, il y a une rupture, évidemment, aussi du régime d'assurance, de couverture d'assurance pour les employés. Mhm. Donc, oui, l'employeur doit émettre un relevé là, comme quoi ben, c'est une mise à pied finalement permanente et plus temporaire, ou sinon rappeler les employés au travail. Si tu me permets de revenir, puis là, c'est presque une question personnelle, moi-même, à titre de praticien, parce que j'ignorais que la Commission des normes du travail avait émis une certaine opinion, si je peux me Mhm. dire, si je peux dire ça, comme quoi que la pandémie, c'est peut-être un cas de force majeure. Est-ce que ça pourrait ouvrir une boîte de Pandore pour annuler des contrats, disons, ou ça s'applique pour les relations de travail? Bien évidemment, comme ce sont les normes du travail, la Commission des normes du travail, c'est vraiment pour les salariés, donc Mhm. en vertu des contrats de travail. Euh, Au départ, quand on se rapporte, mettons, au mois de mars à avril, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont pris cette position-là. C'est un cas de force majeure. Je mets à pied mes employés et je ne donne pas d'indemnité de fin d'emploi parce que c'est une force majeure ou je donne uniquement les 2 semaines prévues par les Mhm. normes, admettons.
mais pas d'indemnité additionnelle en vertu du Code civil du Québec. Cette position-là est un petit peu challengée par plusieurs cabinets d'avocats. Donc, il y a des cabinets qui disaient oui, effectivement, c'est une force majeure. Ils recommandaient à leurs clients de ne pas payer d'indemnité. Il y en a d'autres qui coupaient la poire en deux en disant ben, donne une indemnité quand même moindre que ce que tu aurais donné en temps normal, mais une indemnité un peu additionnelle. Et d'autres disaient, ben, on n'a aucune idée comment les tribunaux vont interpréter cette situation-là, parce qu'à ce moment-là, ben, on va attendre ou si tu es en mesure de la verser, verse l'indemnité auquel l'employeur aurait eu droit en temps normal. Mais on se rappellera, il y a 6 mois, qu'on n'avait aucune idée de l'ampleur que ça prendrait, tout ça. Donc, c'est sûr que la situation a évolué. Maintenant, les tribunaux viennent de réouvrir là, pour tu sais, les tribunaux étaient ouverts quand même, mais roulaient au ralenti. Non, mais pour ce type de cause-là, de toute façon, il faut se rendre à cette étape-là. Je te pose la question, Maude, parce que si on parle, du centre-ville de Montréal, qui est beaucoup moins actif qu'il l'était, il y a des bars où il y a des grandes capacités avec beaucoup d'employés. Donc, ils ont pris une décision à la limite un peu, si on pourrait dire, altruiste, de ne pas rouvrir parce qu'il va y avoir certains problèmes qui vont survenir. Mais le 6 mois va arriver et est un bar ou un établissement commercial qui a une trentaine d'employés et là, qui se retrouve 6 mois plus tard à avoir à payer les indemnités de fin d'emploi, les vacances et tout ça. Ça peut représenter plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire même des centaines de milliers de dollars pour certains employeurs. Et ce qui est particulier, Maude, et je te pose un peu la question, on verra où on peut aller avec ça, mais il y a 2 solutions. C'est la faillite où on rouvre pour 2 semaines, ou on rouvre pour 1 semaine, on referme, on remet les employés à pied. Donc je pense que la position de la Commission des normes du travail est probablement la position la plus sensible considérant les circonstances. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je n'ai pas vu de décision encore là-dessus. Ouais, ben, je suis curieuse de voir comment les tribunaux vont réellement interpréter ça, parce qu'on s'entend la force majeure. Je fais un parallèle un peu gros, là, mais une force majeure pour un cabinet d'avocats où tous les employés peuvent travailler en télétravail et décident pour pas affecter la profitabilité de mettre des gens à pied versus un bar qui a été fermé pendant plusieurs mois. À quel point un cabinet d'avocats qui n'aurait pas versé les indemnités de fin d'emploi raisonnable à un employé pourrait invoquer la force majeure et avoir gain de cause versus un bar. Je suis vraiment curieuse de voir comment les tribunaux vont interpréter ça. Disons que j'aurais tendance à être plus prudente, disons. J'ai conseillé mes clients de façon un petit peu plus prudente en disant, ben si c'est vraiment une force majeure, il faut que tu documentes le tout. Là. Documente qu'effectivement, il y avait des restrictions dans ta ville, il y avait des restrictions gouvernementales qui t'empêchaient d'ouvrir, que tu ne fais pas faire de télétravail, que tu as perdu un chiffre d'affaires important, parce qu'autrement, c'est un peu un parapluie facile à sortir, là, la force majeure pour dire ben je dois rien à personne, puis mes employés ont droit uniquement à leurs vacances, et encore là, s'il me reste de l'argent. On se rappellera par contre que les administrateurs ont des responsabilités personnelles pour les salaires impayés et les vacances impayées aussi à leurs employés, mais pas des indemnités de fin d'emploi par contre. OK. Donc, il y a un risque aussi à prendre la chance de dire c'est de la force majeure. Et si on continue, donc, Maude, on a mise à pied temporaire qui peut devenir une mise à pied permanente. Et ben là, je te le donne en mille. Qu'arrive-t-il s'il y a plusieurs employés qui sont mis à pied de façon permanente? Ça se transforme en une mise à pied collective. Et ça aussi, il y a certaines choses à noter et peut-être partager avec nous autres c'est quoi les critères et tout ça, comment ça fonctionne. En vertu de la loi, quand il y a une mise à pied collective, donc s'il y a plus que 10 employés qui sont mis à pied, en fait c'est 10 employés ou plus qui sont mis à pied pendant plus de 6 mois, étalés sur 2 mois consécutifs, on doit transmettre un avis de licenciement collectif au ministère du Travail, à la Commission des normes du travail. Et à ce moment-là, ben, on doit aussi compenser théoriquement en temps normal les employés en donnant un préavis en fonction de leur ancienneté. Ou indemnité qui en tient lieu. Encore une fois, on peut se demander, là, en vertu de la position qu'a prise la Commission des normes du travail et à cause de la force majeure causée par la pandémie, si on doit donner cette indemnité-là ou pas.
au départ, en mars, lorsque les employés ont été mis à pied collectivement, ben souvent les entreprises n'ont pas eu le temps de donner ce préavis-là là, qui était trop long en fait pour la plupart des entreprises pour supporter une masse salariale importante. Est-ce que les tribunaux vont pénaliser ces entreprises-là ou au contraire vont comprendre aussi, un peu comme la Commission des normes, que c'était à cause d'une force majeure et à ce moment-là, il n'y aura pas d'indemnité à payer par les entreprises. C'est à voir. J'ai l'impression qu'il n'y aura peut-être pas d'indemnité à payer, mais on verra comment les tribunaux vont se positionner par rapport à ça. Ça va commencer par des plaintes des salariés normalement et ça va monter à travers les échelons. Ouais. Je me pose la question, puis je te la pose à toi, mais je ne sais pas si tu as la réponse. J'imagine que si un salarié s'en plaint, la Commission des normes du travail est un peu entre l'arbre et l'écorce en disant Ah ben oui, ben finalement, on va faire on va prendre ta plainte puis on va poursuivre plus loin, alors qu'ils ont une opinion qui dit que c'est de la force majeure. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant, effectivement, à voir. Évidemment, ils sont là pour protéger les employés. Théoriquement, ils devraient faire enquête et protéger les employés. Maintenant, c'est très difficile, en fait, de se positionner, surtout tout ce qui a rapport au droit du travail en ce moment où, évidemment, le droit a été assez chamboulé. Ouais. La loi n'a pas été chamboulée. La loi est restée la même, mais l'interprétation des lois a changé tout au cours de la crise. On se rappelle, au mois de mars, on appliquait peut-être les choses de façon plus en vertu des pratiques antérieures. Après ça, on se disait on va y aller en fonction des mesures gouvernementales qui sont mises en place, des discours de M. Legault, et l'opinion changeait beaucoup des juristes en vertu de ce qui avait été dit dans les journaux aussi, de la position que le gouvernement nous recommandait de prendre. Je me souviens de M. Legault qui disait à un moment donné aux employeurs, soyez conciliants avec vos employés, ne les congédiez pas, si les enfants ne vont pas à l'école, c'est pas leur faute, donc soyez conciliants. Maintenant, on est 6 mois après, les choses se sont stabilisées, les écoles ont réouvertes et les garderies aussi, donc ça change un petit peu la donne aussi au niveau disons, de la position des employeurs quant aux employés et leur obligation d'être conciliants. Est-ce que ça va changer encore dans 6 mois? Parce que la crise devrait durer longtemps. Et pour des juristes, j'imagine que pour des plaideurs, ça va être excessivement compliqué d'avoir à expliquer que quand la décision de l'entreprise a été prise telle date, ben le gouvernement venait de dire tel truc à la population, alors que là, on se retrouve 6 mois après. Finalement, les entreprises réouvrent tranquillement, les choses se sont placées. Est-ce qu'on peut aussi facilement congédier des employés maintenant qui ont continué à travailler depuis le mois de mars et invoquer la force majeure? Est-ce que les entreprises ne devraient pas s'être un peu stabilisées? Parfois oui, parfois non. Donc, il y a beaucoup de zones grises là-dedans qui ne nous permettent pas d'être très décisifs dans nos décisions. Je pense qu'il faut y aller avec le gros bon sens, mais aussi, évidemment, en respectant les dispositions de la loi. Mais à voir, j'aimerais bien qu'on se reparle dans 2 ans et qu'on dise, finalement, Maude avait tout faux parce que le tribunal a dit Challenge accepté. ABC. On verra. Alors, chers collègues, avec Maude Fréchette, avocate associée chez Ulex Avocats et Stratèges, on a abordé les différentes subventions qu'une entreprise pourrait avoir en droit en temps de COVID, puis un peu les meilleurs conseils à suivre lors de la dure étape, là, finalement, de mettre des employés à pied. On va prendre une petite pause et après la pause, on continue de discuter sur d'autres mesures de gestion en temps de crise, mais on s'en va plus dans le positif, si on veut. On plonge dans l'art du télétravail et on affronte les défis d'un retour au travail avec Maude Fréchette. Vous avez faim? Ça suffit les sushis pour emporter, la pizza livrée ou le pad thai dans du carton. Cet épisode est commenté par mon estomac. Tzatziki maison, purée de poivrons et feta rôti, hummus avec du pain pita frais, des calmars frits, pas ceux du bar sportif du coin, des calmars tout à fait à point, du feta en croûte de sésame ou en tranches avec de l'huile d'olive. Pourquoi pas un spanakopita, la fameuse pâte philo maison du chef Constant Menzas farcée aux épinards? Du souvlaki de porc de la ferme Beau-Rivage ou au poulet du Québec, ou oser le souvlaki à l'espadon. Les végétariens ne sont pas en reste. Kefi Taverna du restaurant Icanos offre une multitude de plats végétariens goûteux et originaux. Il y a toujours les frites maison pour apaiser toutes les fringales. Les fameux beignets grecs au miel, noix et épices sont aussi disponibles. Si je ne vous ai pas ouvert l'appétit, je ne sais pas comment.
Rendez-vous dans la section cueillette-livraison du site icanos.ca pour tous les plats disponibles. Merci, Restaurant Icanos, pour le soutien. Et vous, chers auditeurs, soutenez Rivercast Media en passant une commande à Kefi Taverna sur le site icanos.ca. Donc, nous sommes de retour avec Maude Fréchette et avant la pause, j'annonçais qu'on était pour avoir des choses un peu plus positives relativement au retour au travail et au télétravail. Cependant, malheureusement, j'avais mal lu mon synopsis. On commence immédiatement avec ce qui peut arriver avec le télétravail, le travail à distance, c'est des réductions salariales. Mm-hmm. Donc, Maude, parle-nous un peu de ça, là. Donc, le télétravail, tout ce qui entoure le télétravail. On a des réductions salariales, on a la réduction des horaires de travail, on peut peut-être pas payer des employés, mais la réduction des heures vient aussi peut-être avec un réaménagement des heures. Mm-hmm. Donc, la parole est à toi pour cette petite section-là. Par rapport au télétravail, j'aime penser qu'il y a eu un avant et un pendant et un après. Je pense qu'il faut faire une distinction de façon assez importante entre le télétravail forcé au mois de mars, le télétravail semi-volontaire en ce moment, en septembre, 6 mois après, et qu'est-ce qui va advenir du télétravail après, lorsque la crise sera passée. Il y a plusieurs statistiques super intéressantes qui sont sorties cette semaine, notamment de Statistique Canada, sur le fait qu'il y avait au moins 60% des employés qui ne voulaient plus jamais revenir à 5 jours semaine au travail. Donc, la plupart préconisaient, mettons, 3 jours de télétravail par semaine. Lorsqu'on est au mois de mars, les employés n'ont pas eu le choix d'être en télétravail, donc c'était pas une question. Maintenant, certaines entreprises ont continué de rouler, d'autres entreprises ont en ce moment le droit d'avoir uniquement 25% de leurs employés au travail, ce qui cause un autre type de questionnement ou de problématique en ce que qui sont ces 25% d'employés. Certains veulent retourner au travail, certains ne veulent pas retourner au travail, et certaines entreprises ont fait des horaires pour chacun des employés. Mais après, qu'est-ce qui va se passer avec tout ce beau monde-là lorsque la vie, on l'espère, un jour peut-être, aura repris son cours? Lorsqu'on se serait tout fait piquer. Exact. Et qu'on aura tous survécu ce film apocalyptique. Donc, au moment où la crise s'est déclenchée, en fait, il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises par des employeurs pour tenter de garder l'entreprise en vie. Parmi ces mesures-là, il y a eu la réduction des salaires. Donc, il y a eu plusieurs entreprises. Et là, je parle au passé parce que ça se voit moins en ce moment, parce que la plupart des entreprises ont soit survécu, continuent de rouler, ont pivoté. Donc, ce sont des mesures qui s'appliquent moins. En tout cas, personnellement, j'en ai pas vu, j'en ai pas entendu parler depuis un moment, mais en mars et en avril, en mai même, plusieurs entreprises ont demandé une réduction des salaires des employés. De façon un peu standard, c'était peut-être un 20% de réduction de salaire. En tout cas, c'est ce qu'on voyait beaucoup. Mais pour souvent la même charge de travail. Ou parfois, ce que les employeurs disaient, c'était, voici, tu travailles 40 heures, mais comme tu travailles de la maison, on présume que tu vas moins travailler de toute façon, tu vas t'occuper de tes enfants de toute façon, donc ça va correspondre de toute façon à une baisse de 20% de productivité. On sait maintenant, avec les statistiques qui sont sorties, que c'est plus ou moins vrai, parce que la plupart des gens sont restés très productifs finalement à la maison, en télétravail. Sinon plus, à regarder des courriels finalement à 11 heures le soir, parce que... Exactement, à ne plus avoir aucune frontière entre le travail et la maison et la vie personnelle. Après, on pourra reparler de ceux qui avaient des jeunes enfants à la maison. Là, ça a été un petit peu plus challengeant, disons, pour certaines personnes. Ceci dit, donc il y a eu des réductions de salaire qui ont été faites. Est-ce que maintenant, en septembre, il serait concevable de faire des réductions de salaire de façon un peu quasi unilatérale, comme on l'a vu il y a 6 mois? Peut-être, pourquoi pas. Peut-être dans une deuxième vague, peut-être s'il se passait quelque chose qui justifierait maintenant une réduction de salaire unilatérale. Quand je dis latérale, il était à ce moment-là fortement recommandé de faire signer un accord aux employés à la réduction de salaire. On l'a vu beaucoup avec les cadres. Parce que les cadres, évidemment, sont pas liés, disons, à 100% par la loi sur les normes du travail, là, certaines dispositions seulement. Donc, de façon contractuelle, on décidait de part et d'autre de réduire le salaire pour aider l'entreprise. Donc, c'était l'effort de guerre là, pour aider l'entreprise.
Ceci dit, ben, ça a donné lieu à énormément de démissions, évidemment, de gens qui ont cherché d'autres emplois parce que les gens étaient très, très, très insatisfaits. J'ai entendu des cas où la haute direction n'a pas réduit son salaire, mais a réduit le salaire des employés latéralement. Donc, évidemment, il y a des effets collatéraux à ça. Euh, Si c'était par contrat de travail signé, dans le fond, où on amendait le contrat de travail pour prévoir une baisse de salaire temporaire, bien évidemment, je verrais mal comme un employé pourrait revenir contre cette décision-là, à moins Mhm. À moins de démontrer que c'était pas vrai, les raisons étaient pas... Ouais, ou que finalement c'était un congédiement déguisé, OK. l'entreprise n'avait pas perdu de sous au final, et puis que c'était pas Subterfuge. justifié, ouais, OK. subterfuge, voilà. Donc, à voir. Mais comme je disais, là, on en voit moins de ces mesures-là en ce moment. Parmi les autres mesures aussi qui ont été prises, bien évidemment, il y avait la réduction des heures de travail. On a parlé tout à l'heure du programme de travail partagé. Certaines entreprises aussi ont juste demandé à leurs employés de faire un petit peu moins d'heures. Euh, c'est encore valide maintenant, dans le sens où si on est capable de démontrer, l'employeur est capable de démontrer qu'il y a une justification à modifier l'horaire de travail, à diminuer les heures de Mhm. travail de l'employé et que ce n'est pas un congédiement déguisé. Donc, ce n'est pas une façon de pousser un employé vers la porte pour qu'il y ait une démission volontaire-ish. C'est valide, en fait. Donc, la réduction des heures de travail, encore une fois, en ce moment, on est en septembre, je crois que ce serait facile de démontrer pour un employeur qu'on n'a pas le choix de réduire les heures de travail d'un employé. Et ben, à ce Ça, c'est en vertu moment-là, de son pouvoir de gestion, tout simplement. moi, tout à fait, OK. tout à fait. D'ailleurs, les normes du travail, la Commission des normes du travail en parle aussi. Ils disent que les modifications à l'horaire doivent toutefois être justifiables et équitables. Donc, on baisse pas le salaire. Si je reprends mon exemple de Paul et Julie, C'est exactement là que je m'en allais. c'est ça, on baisse pas Paul de 75% et Julie de 5. On Mhm. essaie de faire ça équitablement, mais évidemment, ça dépend des tâches de chacun, des fonctions de chacun. OK. 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 Et est-ce que ce serait possible tout simplement de dire à un employé reste chez vous 2 semaines, je te paye pas 2 semaines, tu retravailles une semaine, je te paye pas deux. Est-ce que ça, c'est c'est juste un réaménagement du travail, c'est ce qu'on dit? Ouais, ben, ça se voyait déjà d'ailleurs dans les restaurants. Tu sais, je pense aux emplois plus peut-être étudiants, là, où Mhm. effectivement l'employeur peut faire des horaires à sa guise. Après, est-ce que il y a une répartition équitable ou pas, ça, c'est une autre affaire, là. OK. Mais oui, ça peut se voir sans problème, selon moi, là. OK. Les mises en garde sont les mêmes que tu nous as dit tout à l'heure. Faites attention, responsabilité personnelle des administrateurs dans le cas de non-paiement de salaire. Ouais. Faire attention au congédiement déguisé, tu l'as soulevé un petit Mhm. peu tout à l'heure. Et il y a une autre chose que tu m'as fait remarquer, c'est dans le synopsis, démission massive. Et tu peux avoir un problème où plusieurs employés qui sont vraiment pas contents puis qui Mhm. décident finalement juste de partir. Fait que là, tu te retrouves avec l'autre problème. Tu n'as plus de salaire à payer, mais tu n'as plus T'as plus d'employés pour faire rouler ta personne. business. Exact. Et là, ça amène l'autre problématique, c'est comment embaucher des gens directement en télétravail et les former en télétravail. Mm. Parce qu'effectivement, cette pandémie-là a eu plusieurs effets collatéraux où les employés se sont mis à réfléchir peut-être sur leur avenir. Est-ce qu'ils veulent rester dans la métropole? Est-ce qu'ils veulent travailler dans la campagne? Mhm. Est-ce que leur prochain métier va être uniquement télétravail ou pas? Donc, ouais, je pense que ça a amené une espèce de réflexion globale dans le monde du travail et ça a fait en sorte qu'il y a eu plusieurs démissions qui ont été causées par ça, mais aussi parfois par l'attitude de l'employeur pendant la crise où il y a des employeurs qui ont un peu malmené les employés. Ça a laissé un goût amer. Et c'était plus difficile peut-être en mars, avril, mai de se trouver un boulot, là, à part dans Mhm. les centres de soins qui manquaient cruellement de gens. Mais là, on sent une certaine reprise quand même de l'économie et des postes et c'est plus facile d'embaucher des gens en ce moment puis de trouver de la main-d'œuvre qui a le goût de bouger. Mhm. Pareil pour des employés. Les employés ont envie de changer de boulot. Donc, c'est important d'être... et ça va faire partie en fait de la réflexion dans les mesures de télétravail qu'on va mettre en place pour le futur aussi. Parce que les gens y ont goûté, veulent rester en télétravail pour la plupart. Donc, il faut que les entreprises deviennent de plus en plus agiles et permettent ça aussi à long terme. Mm. Et justement, si on parle de ça maintenant, donc on engage des employés ou des employés qui veulent faire du télétravail, l'employeur a
certaines choses à changer de son côté, j'imagine Mhm. aussi. Est-ce qu'on peut exiger en télétravail d'être devant ton ordinateur de 9h à 5h? Est-ce qu'on peut exiger d'avoir une caméra ouverte de 9h à 5h? Ouais. Comment ça fonctionne un peu? Ben, l'entreprise, en fait, ou l'employeur conserve son pouvoir de gestion. Donc, l'employeur peut évidemment mettre des règles très, très claires en place en disant, ben, on s'attend, même si vous êtes en télétravail, à ce que vous travaillez de 9 à 5 et que votre break soit entre midi et 1, admettons. Euh, Ceci dit, de plus en plus, dans les scènes pratiques de ressources humaines, on préconise plutôt une certaine forme de latitude envers les employés. Euh, je lisais justement un papier du Conseil du patronat qui vient tout juste de sortir, qui recommandait aux employeurs de devenir agiles, flexibles et conciliants avec les employés. Fait changement des positions adoptées en 75? Ouais, c'est un discours quand même assez intéressant à lire, là, un discours écrit, du moins. Mais effectivement, l'employeur peut l'exiger, mais il faut faire preuve de latitude. Ceci dit, ce qui est extrêmement important, ce n'est pas obligatoire de par la loi. Le télétravail n'est pas encadré par quelconque loi que ce soit, là, hormis la loi sur les normes du travail, évidemment, qui s'applique peu importe où est l'employé, mais le fait de faire du télétravail, ce n'est pas régi par une loi, mais on recommande très fortement d'avoir une politique de télétravail très clairement établie avec les employés. Et j'irais même un petit peu plus loin que ça. Je pense que on devait avoir une politique de télétravail en mars, lorsque le télétravail est devenu obligatoire pour tous, lorsqu'on était vraiment en confinement obligatoire. Mais je crois qu'il faudrait aussi avoir une politique de télétravail pour le futur. Parce que en ce moment, ben là, peut-être que c'est une, une liberté un peu fictive, Ouais, fictive, ouais. mais dans le sens où en ce moment, bon, les gens retournent de plus en plus au travail. Ceci dit, peut-être qu'on va retomber encore en confinement, mais reste que lorsque les employés auront réellement le choix et qu'il n'y aura pas de mesures gouvernementales qui vont nous obliger à rester à la maison, il faudra avoir une politique de télétravail aussi pour ça. Et c'est là où les employeurs doivent se questionner à savoir qu'est-ce qu'on veut permettre aux employés. Il y a des employeurs qui ont dit, nous, on veut tout le monde à 100% au bureau. Il y en a qui ont dit, ben, nous, on va permettre, admettons, 2 jours de télétravail par semaine par personne. Il y a des employeurs qui ont dit, ben, tu me donnes ton horaire, puis je fais avec, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il que l'employé sache à quoi s'attendre. Donc, c'est important d'avoir une politique de télétravail claire. Pour ta question, j'ai fait une grande parenthèse, mais pour ta question de surveillance, on en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup au début de la crise. Hein. Les employeurs surveillaient plus leurs employés. Je pense que cette façon de faire-là a un petit peu diminué. Oui, Tout le c'est moins, on en estompé. Je entend pense moins que la parler. productivité est là, les employeurs sont satisfaits, la plupart, là, de Ouais, la productivité de leurs employés. ouais. Je pense qu'il y a d'autres mesures de contrôle qui ont été mises en place par les employeurs pour voir effectivement ce que les employés faisaient, que ce soit des feuilles de temps, que ce soit des logiciels de gestion de projet. Donc, les employeurs ont pu voir réellement ce que les employés faisaient sans les surveiller. Parce que les logiciels, admettons, laisser Zoom ouvert toute la journée pour un employé, ben déjà, ça coûte cher de donner avec Internet. Mais c'est aussi que c'est une intrusion extrêmement importante dans la vie privée de l'employé. Parce que, bon, déjà, on voit son domicile, on le voit dans son domicile, on voit aussi les membres de sa famille parfois. Donc, ça a donné lieu à disons, des questions juridiques importantes. Et encore fallait-il avoir l'accord écrit des employés pour faire ça. Parce que si l'employé ne voulait pas, ben, je vois mal comment un employeur aurait pu obliger un employé à donner accès à sa maison au De toute final. façon, la télésurveillance n'est pas permise même dans les lieux de travail, donc à 100%, là, sans arrêt. Ouais. Tu as soulevé quelque chose, tu disais, bon, entre autres, là, juste en données, ça va coûter cher. Qui paye l'Internet de l'employé? Qui paye l'ordinateur? Les données qui sont sur l'ordinateur, si tu as l'ordinateur de la maison, mais tu travailles avec les données, là, il y a des données confidentielles. Y a-tu quelque chose d'établi? Y a-tu des règles claires ou encore une fois, on dit, ben, c'est un peu un négo entre l'employé, le salarié puis l'employeur? Ben, au niveau de la confidentialité, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça soulève énormément de problématiques, le télétravail. Est-ce que l'employé ferme son ordinateur comme il se doit? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui passent chez lui qui peuvent avoir accès à l'information confidentielle, que ce soit les membres de sa famille, des amis, de la famille élargie? Donc, c'est important d'avoir dans la politique de télétravail des règles claires par rapport à la confidentialité des données et du travail qui est effectué à la maison.
Maintenant, pour ce qui est de tout ce qui a rapport aux frais reliés au télétravail, bon, c'est un peu complexe et ce l'est pas. Ce qui est facile à comprendre, ça versus la loi sur les normes. Si l'employeur oblige l'employé à acheter du matériel et que ça fait en sorte que l'employé gagne moins que le salaire minimum, c'est illégal. Okay. Si on appelle les normes du travail et qu'on dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, admettons, mon employeur m'a dit qu'il fallait que j'ai telle chaise ergonomique puis telle affaire. Et si ça ne réduit pas ton salaire en bas du salaire minimum, la commission des normes du travail va dire, ben, j'ai pas compétence pour t'aider, puis parle à ton employeur. Okay. Ceci dit, au niveau de l'impôt, parce que c'est une question qui s'est posée au départ, il y a des employés qui se sont vus offrir, admettons, des cartes, carte Visa pour acheter du matériel pour travailler à la maison. C'était, à ce moment-là, ben, c'était imposable. Donc, c'était un cadeau un petit peu empoisonné pour les employés. Le gouvernement, depuis, a émis des règles un peu différentes, à savoir que une personne qui n'était pas nécessairement travailleur autonome, mais qui était vraiment employé d'une entreprise, pouvait déduire maintenant certains frais reliés au télétravail à la maison. Mais pour avoir fait l'exercice avec le comptable, mieux vaut consulter son comptable avant de payer quelque chose à son employé, parce que si c'est l'employeur qui achète, admettons, 18 chaises et les donne aux employés, ben les prête aux employés, il n'y a pas de souci, là. C'est l'employeur qui est responsable. Mais si on donne l'argent à un employé pour qu'il achète des chaises, ou si l'employé achète une chaise et t'envoie la facture, là, il peut y avoir des impacts fiscaux à valider. Pour un, c'est pas nécessairement... si c'est une dépense pour un, c'est peut-être pas nécessairement déductible pour l'autre. Ouais, je comprends. Exact. Puis là, on s'assoit sur cette chaise-là, puis on tombe, on se casse un bras. C'est un accident de travail? C'est un accident de travail. OK. Donc, non, mais on est à la maison, mais c'est un accident de travail. Oui, absolument. C'est important de le noter. Ouais. Et ce qui est extrêmement important, en fait, dans tout ça, là, c'est l'article 51 de la Loi sur la santé et sécurité du travail qui mentionne que l'employeur est obligé de s'assurer de la sécurité des employés. Et ça, c'est vrai dans les bureaux, c'est vrai à l'extérieur des bureaux. Donc, théoriquement, l'employeur est obligé de s'assurer que son employé est bien installé à la maison, n'a pas de problème psychologique relié au télétravail, que ce soit de l'angoisse, que ce soit de la déprime. L'employeur doit vraiment s'assurer que son employé va bien. Ensuite de ça, ben c'est vrai aussi pour l'obligation d'employeur lorsque les employés viennent au bureau, parce que l'employeur doit s'assurer que tous ses employés sont protégés. Et ça, c'est vrai pour un employé qui ne voudrait pas porter le masque, qui pourrait contaminer les autres employés. C'est vrai pour un client récalcitrant qui ne veut pas porter son masque, ou l'employeur pourrait avoir une responsabilité face à ses employés qui n'ont pas été protégés d'un client qui est venu pas de masque. Donc, cette responsabilité-là, l'employeur a toujours existé, mais je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose qui prend encore plus d'importance de par la pandémie, puis de par toutes les ramifications que ça peut avoir, en fait, que ce soit au bureau ou à l'extérieur du bureau. Concrètement, j'ai pas entendu parler d'employeurs qui s'étaient présentés sur les lieux de travail à la maison d'un employé pour vérifier qu'il était bien installé. Mais reste qu'il devrait poser des questions à savoir si l'employé est à tout le moins un minimum confortable et s'il peut vraiment travailler de la maison ou pas. Là. Tout à fait, ça nous fait vraiment réfléchir. Tu te partageais avec nous autres, dans la préparation de l'épisode, des impacts là, du retour au travail, la possibilité que le télétravail devienne une certaine norme. Je dis pas, ça ne veut pas dire que ça va être à 100%, mais je veux dire que ça va être normal que d'avoir des employés en télétravail. Tu nous as parlé déjà de revoir un peu les façons de travailler. Manuel des employés. Là, il y a des défis technologiques, il y a des défis au niveau des systèmes téléphoniques et tout ça, donc le fameux téléphone qu'on fournit ou qu'on fournit plus, ou qu'on paye ou qu'on paye pas. Mais au niveau des ressources humaines, il va avoir un impact aussi sur la capacité d'adaptation des entreprises face à ces ressources-là. Et est-ce que juridiquement, on pourrait avoir certains défis là, à relever à ce sujet-là? Ben, tu parlais d'onboarding, tu parlais de définition de liste de tâches, définition de tâches. Oui, tout à fait. Ben, on a tout intérêt à mettre par écrit comme employeur les attentes qu'on a vers les employés, que ce soit au niveau des tâches, que ce soit au niveau de la disponibilité, que ce soit au niveau de la malléabilité qu'on offre quant aux horaires aux employés. Il y a plusieurs études là, qui sortent de plus en plus parce que, bon, au départ, le télétravail n'était pas si répandu. Maintenant, ça l'est plus. Des impacts un peu, des corollaires un peu de tout ça, je dirais.
il peut y avoir un impact pour les employés, qu'ils soient réels ou pas, là, mais d'enjeux de promotion, en fait, parce qu'un employeur qui voit jamais son employé, qui ne le voit pas travailler, qui le voit pas interagir, qui voit pas à quel point l'employé se forme, peut-être que cet employé-là pourrait être en tout cas, moins privilégié, disons, dans le cadre d'une promotion. Donc, il va falloir que les employeurs, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, des effets un petit peu plus pernicieux du télétravail. Bien, évidemment, tout ce qui est formation des employés qui sont plus jeunes, qui ont moins d'expérience, n'ont pas l'occasion aussi souvent, à ce moment-là, en télétravail, d'écouter les employés qui ont plus d'expérience, d'apprendre, d'être formés en bon français sur le tas. Oui, c'est ça, d'avoir un petit peu moins de mentorat. Est-ce que ça va faire des employés, au final, moins performants? Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est à voir. Donc, je pense qu'au niveau de la gestion et de l'obligation des employeurs, je crois qu'ils en ont un petit peu plus sur les épaules, dans le sens où ils doivent agir de façon équitable, ils doivent s'assurer de communiquer avec les employés, puis de voir où les employés en sont, est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'on peut mieux les encadrer, mieux les former, et d'offrir la chance à tous, même s'il y en a qui travaillent bien en solo, puis qui ne donnent pas de nouvelles, de qui on n'entend jamais parler, mais au final, ils sont super productifs, alors que d'autres appellent 150 fois par jour, mais au final ont un petit peu plus de difficulté à accomplir leur tâche que d'autres. C'est assez fascinant, en fait, au niveau des RH, ce qui se passe en ce moment. Tu t'en as glissé un mot. On va finir l'épisode avec ça. La formation, les crédits de formation, c'est peut-être le mauvais mot, les subventions à la formation, le programme PACM. Donc, ça va changer un peu, ça va avoir un impact sur la formation des employés. Ben, le programme PACM était, et là j'en parle au passé parce qu'il est terminé, c'était un programme extraordinaire là, qui permettait effectivement de rembourser à la fois des salaires pour les employés, puis des frais de formation pour l'employeur. Mais le programme a été, les sous ont été tous pris très rapidement, ce qui a fait en sorte que le programme a terminé vraiment, vraiment, vraiment rapidement, et la plupart des entreprises qui étaient en train de préparer la demande de subvention avec le PAC ne l'ont pas eu. Et est-ce qu'il y a il y a encore des possibilités pour les employeurs de faire de la formation d'employés et déduire ces frais de formation-là, même s'ils sont en télétravail? Oui, tout à fait. Ce sont les programmes antérieurs là, qui continuent de s'appliquer comme avant au-delà du PAC, là, le 1% de formation. Maude Fréchette, plusieurs enjeux, plein de choses. J'imagine qu'on peut communiquer avec toi, là, confrère, consoeur, voir un petit peu c'est quoi les impacts du retour au travail, du télétravail, de la crise actuelle, des crises à venir parmi notre clientèle. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé des connaissances avec nous. Rapidement, conférences qui s'en viennent, enseignements, livres, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon pour toi pendant les prochains jours? Beaucoup de formations qui reprennent avec les chambres de commerce un peu partout au Québec. Tous ces organismes-là, en fait, se remettent en action. Là, donc, donc, tous les programmes de formation repartent. Donc, on va donner des formations un peu partout. Là. Team, Zoom, donc Team, Zoom et tout. En ce moment, c'est pas encore en présentiel. Là. Tout est fait à distance, ce qui nous laisse plus de temps pour donner plus de formations. Donc, tout le monde est content. C'est excellent. Bien, merci beaucoup, Maude, encore une fois. Évidemment, c'est un podcast qui est fait en collaboration avec Ulex Avocats et Stratèges. On va avoir l'occasion de se reparler, de faire d'autres épisodes ensemble, et on en fait avec d'autres collègues de ton bureau. Je vous rappelle que tous les liens de ce qu'on a discuté sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans vos applications de podcast, Spotify, Stitcher, Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast, ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Merci, Maude. Consoeur, confrère, communiquez avec elle pour toutes vos questions relatives à la gestion des ressources humaines en temps de crise. Elle peut aussi, évidemment, répondre aux questions des gestionnaires et des employeurs. Merci à Corinne, notre recherchiste légiste. Avant d'oublier, le mot-clé pour l'épisode est ressources au pluriel. Donc, pour ceux qui écoutent, c'est ressources au pluriel. Ça va vous prendre un S à la fin. Il sera nécessaire pour vos crédits de formation. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. Ne manquez pas les nombreux prochains épisodes en collaboration avec Ulex Avocats et Stratèges. Certains sujets que nous allons aborder à titre de formation professionnelle, les co-entreprises, les spin-offs, pour ne nommer que ceux-là. Donc, vous avez, comme vous pouvez le voir ou l'entendre, c'est
vraiment rigoureux et exhaustif ce qu'on va faire avec Ulex Avocat et Stratège. Que ce soit avec Virginie Brien-Gagnon, Maude qui est avec nous aujourd'hui, Dominique Lavin, Bruno Provencher-Bordelot ou Frédéric qui a fait notre premier épisode sur l'or noir, on va vous revenir pour donner de la formation en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota Bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota Bene de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. lrmhuissiers.com, lrmhuissiers.com.